Mais vous restez avec nous. L'émission se poursuit avec la culture et Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous aimez le rugby ? J'aime bien, je ne le regarde pas tout le temps, mais j'aime bien. Bon, en plus c'est la Coupe du Monde et vous honorez cette Coupe du Monde ce matin puisque en ce moment, plusieurs expositions mettent ce sport à l'honneur. Exactement, notamment à Toulouse, et c'est le Muséum de Toulouse qui s'est emparé du sujet. Alors avec un prisme, vous allez voir, à la fois historique, biologique et sociétal. L'exposition Naturellement Rugby revient d'abord sur la naissance, sur l'histoire de ce sport. On sait que des jeux de balle émergent dès l'Antiquité et puis que dans les villages gaulois, on jouait à la soule avant que le rugby ne soit codifié en 1846. Alors l'exposition retrace vraiment tout le chemin parcouru de ce sport avant sa professionnalisation. Et alors, on apprend beaucoup de choses. Moi, j'aimerais m'arrêter sur une anecdote, l'histoire du logo du stade toulousain, à savoir ce S et ce T entrelacés. Eh bien, figurez-vous que ce logo provient de la basilique Saint-Cernin à Toulouse, où ces deux lettres sont inscrites sur le sol de la crypte, vous les voyez, en référence à saint Thomas d'Aquin, le patron des Dominicains. Et alors, en 1950, l'un des dirigeants du club toulousain s'en inspire donc pour créer ce logo qui est désormais célèbre. Alors, l'expo décrypte ensuite les emblèmes des 20 équipes qui participent actuellement à la Coupe du Monde. J'en cite quelques-uns, le coq, le chardon, la rose, le wallaby. Et puis, elle s'achève sur des questions très intéressantes de société. Notamment, elle revient sur le haka, sur le rugby sous l'apartheid ou encore, plus récemment, l'apparition du rugby féminin. Naturellement Rugby, c'est une exposition très complète, passionnante, à retrouver au Muséum de Toulouse et c'est jusqu'au 7 janvier prochain. Vous pourriez apprendre des choses, Serge Betsen, dans cette exposition. Et je viens d'apprendre moi aussi, j'ai découvert ça. Le logo du stade toulousain, effectivement, saint Thomas d'Aquin. Bravo, merci. Comme quoi. Foi et rugby, décidément, c'est un vrai sujet. On poursuit, Constance, avec un livre qui nous emmène au XIVe siècle chez les Dominicains. Voilà, encore les Dominicains, je suis désolée, mais Croix de cendre de Antoine Sénanque nous transporte au XIVe siècle dans un couvent dominicain, donc à l'heure où la peste continue de ravager l'Europe. Frère Antonin et frère Robert sont envoyés à Toulouse par leur prieur Guillaume pour une mission, récupérer du papier de grande qualité parce que le prieur veut y écrire, y raconter le récit de sa vie. Alors jusque-là, tout va bien, sauf que cette mission s'avère très dangereuse. Pourquoi ? Eh bien parce que le prieur Guillaume a décidé dans ce récit de raconter la vérité sur l'origine de la peste, une origine qui est liée au destin de son maître, Maître Eckhart, grand théologien dont les sermons sont jugés déviants par l'Inquisition. Alors des confessions qui risquent de faire imploser l'Église et qui dérangent l'inquisiteur Louis de Charnes, autre personnage clé de ce roman, grand ennemi de Maître Eckhart. L'inquisiteur voit donc tout cela d'un mauvais œil et nos deux frères, frère Robert et frère Antonin, se retrouvent au milieu de toutes ces luttes intestines. Antoine Sénanque nous livre ici un formidable polar, alors vraiment très très dense, qui mêle personnages historiques et personnages fictifs. C'est une épopée dans le monde religieux du XIVe siècle. On est entre persécution et inquisition. Et puis, Croix de cendre, c'est aussi le portrait de Maître Eckhart, ce grand théologien. Et enfin, une formidable histoire d'amitié et de fraternité entre donc frère Robert et frère Antonin. Croix de cendre de Antoine Sénanque, c'est publié chez Grasset. Une histoire de frères, si je comprends bien. Voilà. Direction maintenant le Cantal, Constance, puisque vous nous emmenez visiter un sanctuaire Notre-Dame de Quézac, où la messe sera célébrée dans quelques minutes. Oui, nous partons dans cette très belle région d'Auvergne, dans le diocèse de Saint-Flour, une région très rurale, surnommée la Châtaigneraie et marquée par une forte tradition chrétienne. Regardez cette église qu'on dirait posée au milieu des pâturages. Alors c'est un édifice néogothique du 19e siècle avec un décor intérieur de très belle qualité. Et quand on rentre, on est ébloui par ces couleurs très joyeuses qui recouvrent entièrement les murs de l'église. Beaucoup de bleu, de blanc et d'or, vous le voyez. Et la plupart des scènes racontent ici la vie de la Vierge Marie. Par exemple, sa nativité, où l'on voit Sainte Anne, sa mère, ou encore l'Annonciation, où l'on reconnaît l'ange Gabriel. Et puis sont peintes également des scènes de différents pèlerinages un petit peu partout en France. Voilà, ce sont des peintures qui ont été réalisées entre 1925 et 1928 par le peintre Ningres et récemment restaurées. Notre-Dame de Quézac est un sanctuaire dans lequel on vient beaucoup prier depuis des siècles pour les femmes enceintes et les petits-enfants. Eh bien, merci Constance pour cette belle visite. À dimanche prochain. À dimanche. Merci Serge Betsen d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir. Bonne suite de Coupe du Monde. Merci beaucoup.
Et il est l'heure, vous restez avec nous, de célébrer la messe, vous l'avez compris, dans le Cantal. Les paroissiennes et les paroissiens nous attendent. Très belle célébration à chacune et à chacun. À tout à l'heure.